Je pense que le cinéma n'est pas dans sa grande époque. Le cinéma des années 70, le cinéma des années 30 ont été des plus grands cinémas, des plus grandes périodes. Bon, mais en même temps, c'était des périodes plus rétrécies, parce que dans les années 30, il n'y avait pas Taïwan, il n'y avait pas le Japon, il n'y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, le cinéma est plus universel. Mais je pense qu'il n'y a pas les titans qui peuplaient les écrans dans les années 70, c'est-à-dire Bergman, Fellini, Kubrick, Losey, Huston. Enfin, c'était inouï le nombre de très 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 grands cinéastes. Et maintenant, quand il y a 3 grands cinéastes dans une compétition comme l'an dernier, ils n'ont rien. Donc je pense que c'est un peu inquiétant. Mais néanmoins, si vraiment j'avais pas des coups de cœur encore chaque année et que j'ai du mal à mettre les 10 meilleurs films de l'année parce qu'il y en a peut-être 15, bah, ça justifie. Sinon, je ne travaillerais pas dans une revue tous les mois comme un dingue avec mes camarades si vraiment le cinéma ne produisait plus rien. C'est Godard qui dit que le cinéma est mort. Il le répète depuis 45 ans. Avec Danet, il avait annoncé en 1990 que le cinéma était fini, terminé. Il n'y a plus de cinéma. On voit ce qui arrive. Il y a des chefs-d'œuvre. Il y a encore des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'énerve, c'est le systématisme, c'est les théories qui ne durent pas, etc. Tout ça est non, vive le pragmatisme. Le critique, pour vous, la critique est peut-être d'abord et aussi d'abord un exercice d'admiration. Oui, absolument. Moi, je préfère de loin écrire sur les films que j'aime que sur les films que je n'aime pas. Je le fais de temps en temps. Mais au Masque et la Plume, je suis obligé d'être honnête et de dire ce que je pense des films en toute franchise. Mais c'est vrai que je préfère plus me battre pour défendre les films que pour les... je suis pour la critique des beautés plus que la critique des médiocrités. Et maintenant, pour cette table ronde, on accueille donc 2 rédacteurs et rédactrices de Positif. J'ai nommé Alain Masson et Dominique Martinez. Mais également, vous pouvez venir et prendre place. On peut les applaudir et les encourager. Il fallait qu'il y ait également des cinéastes pour cette table ronde. Donc, Nicole Garcia et Arnaud Desplechin nous font le plaisir d'être présents également. C'est également un critique, mais c'est le fils de Michel qui vient également témoigner, Gilles Simon. Voilà. Alors donc, comme Bin vous le disait, on a ce petit temps d'échange, tous ensemble autour de la mémoire de Michel, et ensuite vous aurez un petit entracte avant Avanti de Billy Wilder. Mais c'est vrai que Michel nous a quittés le 13 novembre dernier, déjà il y a un peu plus d'un mois, et avec lui on a tous senti que que le cinéma avait perdu quelque chose qu'on ne sait pas encore bien nommer, mais qu'il y avait un avant, un après, qu'on était tous un petit peu déstabilisés. Et en même temps, voilà, comme le disait Philippe, il y avait beaucoup de baume au cœur avec tout ce qui pouvait se dire, s'écrire autour de l'œuvre de Michel. Et bien entendu, il ne nous a pas quittés réellement ou totalement. Les livres, les textes, les films documentaires, les émissions de radio persistent et lui survivent. Et tout cela constitue une œuvre critique. Une œuvre critique, et il y en a peu. Et ça sera l'un des thèmes que j'aimerais que nous abordions également ici. Qu'est-ce qui constitue une œuvre critique, et en particulier l'œuvre de Michel Simon? Et qu'est-ce qui constitue une œuvre critique et comment elle se partage avec le public, avec d'autres critiques, des cinéphiles, d'autres critiques de cinéma, ou avec des cinéastes, ou avec un fils. Et avant d'aborder donc ce contenu, alors on ne pourra pas évidemment traverser toute l'œuvre de Michel, mais avant d'aborder cela, j'aimerais qu'on se souvienne, j'allais dire, de sa manière d'être au monde, d'être avec les autres. Et ma première question sera à la fois simple et compliquée. J'aimerais faire un premier tour de table, et nous terminerons par Gilles, où chacun, en quelques mots, pourrait partager un souvenir personnel avec Michel, et tous ces souvenirs mis comme des flashbacks d'un biopic pourraient commencer à brosser un premier portrait, en tout cas de Michel. Alain, puisque vous êtes en bout de table, je commencerai par vous. Oui, on m'entend là, ça marche? C'est très bien, on vous entend dans le micro. Ouais. Je suis content que vous posiez cette question. Un peu plus proche du micro. Voilà, je trouve que dans les éloges
qui ont été faits de Michel, et c'était inévitable. On n'a pas assez parlé de l'homme sensible qu'il était. Un souvenir personnel, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je me souviendrai toujours de l'ami attentif et discret qu'a été pour moi Michel Simon. Dans des circonstances difficiles, je pense en particulier à la mort de mon épouse, il a été vraiment présent d'une manière extrêmement délicate et extrêmement rassurante. Et c'était un homme qui savait quand et comment on devait intervenir dans la vie d'un ami, d'un collaborateur de la même revue, et qui savait aussi, j'ai été très touché pendant tout mon travail de critique, qui n'a pas encore cessé, aux grandes dames de certains, par la façon dont il encourageait certains d'entre nous, il nous encourageait probablement tous, et dont il savait corriger gentiment nos travers. Il a été vraiment... Il n'a jamais eu une attitude de « monsieur, je sais tout », alors qu'il savait tout. Et donc, c'est sur ce point que je voulais commencer justement. Cette humanité, c'était un homme, et pas seulement un critique de cinéma. Merci Alain. Dominique? Moi, je me souviens aussi quand on n'était pas d'accord. Je me souviens avec beaucoup de tendresse des engueulades franches et des désaccords. Et voilà, on se disait les choses, ça montait, et puis 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'était sans rancune. C'était bon, qu'est-ce que tu as vu? Et il aimait ça. Enfin, vraiment, c'était caractéristique de Michel. C'était la discussion, le débat, franchement et respectueusement. On s'engueulait, on se disait ce qu'on avait à se dire, et puis 2 minutes après, c'était sans rancune. C'est ça. Il y avait un lien au préalable, et après ça, il était là. Tout était normal. On pouvait à nouveau reparler d'un autre film. Ce qu'il exprimait aussi dans son art de la controverse et de la polémique. Oui. Oui. Et c'était toujours aussi sincère et aussi vigoureux et vraiment direct. Et ça, c'était très appréciable, je trouve. Nicole Garcia? Oui. Un souvenir, en tout cas, ce que vous évoque Michel Simon, un souvenir personnel ou... Un souvenir, beaucoup de souvenirs avec lui. Un jour, Alain Resnais m'avait dit, et que Alain Resnais a beaucoup eu d'importance pour lui, et il avait une formule, Resnais, qui disait à bonne interview, ne vous inquiétez pas pour l'interview, seul l'intervieweur compte, que c'est l'intervieweur qui fait l'interview. Comme si c'était ça qui donnait la qualité, la hauteur d'une interview. Et c'est vrai, j'allais plus m'en rendre compte avec Simon. Parce qu'il était... Quand on est cinéaste, c'est vrai, on a besoin d'être vu, mais d'être lu. Il avait l'impression qu'il vous lisait mieux encore qu'on aurait pu le faire, sans dire qu'on est tout instinct et qu'il était toute analyse, mais il disait des choses qui étaient... qu'il lisait des choses qu'on avait su qui étaient dans le film, mais pas avec cette précision qu'il disait, pas avec cette référence-là, ou avec un film d'avant, ou comme s'il y avait une ligne, des thèmes qu'il voyait, et qui étaient, comme par rapport à d'autres gens d'autres genres de journalistes qui regardent avec un œil très neutre, où il faut faire tout le travail. Et là, lui, il savait, quoi, donc il menait l'interview, et c'était... on en sortait plus grand cinéaste qu'on était rentré dans l'interview. Arnaud, vous êtes... Je pense d'abord, la première image, c'est très court, c'est un dîner avec Evelyne et Michel, et me dire à l'annonce de sa mort, je me dis mais quelle chance j'ai eu de pouvoir les connaître, les rencontrer, de son accueil. Mais c'est aussi parce que je voyais Michel qui parlait de la mort du cinéma. Moi, je suis une sorte de transfuge, puisque moi, j'étais très jeune lecteur des cahiers du cinéma, qu'à 17 ans, je suivais les cours de Danet, et que j'ai vu ce thème de la mort du cinéma
à travers la figure de Danet qui, malade, identifiait le cinéma à sa maladie et voyait le cinéma mourir avec lui. Il se disait, si je meurs, que le cinéma meurt avec moi, quoi. Il y avait une espèce... Et Michel, pour moi, c'est l'absolu contraire. Il s'est identifié à la vie du cinéma. Et cette vie, je l'ai vue au Conseil de la Cinémathèque jusqu'au dernier moment, une vitalité incroyable. Donc j'ai juste une anecdote comme ça, donc vous me demandez une anecdote. C'est je montrais un film que Michel avait la gentillesse de bien aimer, qui était Tromperie à Cannes. Et que je ne peux pas regarder mes films, donc j'étais dehors en attendant comme un imbécile dans le couloir, et arrive un appariteur du Festival de Cannes qui vient très gêné en disant il y a un groupe d'handicapés qui demande des signatures à des réalisateurs plutôt français, est-ce que ça vous embêterait? Il y en a un qui est vraiment très insistant, je suis désolé de vous embêter alors que vous êtes très concentré sur votre film. Et j'ai vu Michel arriver avec une canne. Et c'était la blague qu'il m'avait faite. Il avait déjà vu le film à Paris. Il me dit, votre film est très bien. Est-ce que vous avez vu le film turc? Et à ce moment-là, on a commencé à parler pendant 20 minutes de tous les films qu'il allait voir et qu'il fallait que je voie absolument. C'est-à-dire que cette vie du cinéma, c'est ce combat contre la maladie, il dit, oui, il y a des époques, il y a plus de monuments du cinéma, d'autres moins. Et pourtant, je trouve ça tellement bouleversant quand il dit, c'est super dur de choisir les 10 meilleurs films, parce qu'il y en a peut-être 15. Vous voyez, c'est cette vitalité du cinéma que j'ai apprise avec lui. Merci. Gilles, l'exercice n'est pas le même pour vous. Dans le dernier numéro de Positif, en tout cas, vous avez écrit un très beau texte qui n'a pas dû être, j'imagine, le texte le plus facile à écrire, mais vous parliez de la revue de Positif comme de votre grande sœur, en tout cas. Donc pour nous tous, il était un repère, pour vous, il était un père, mais qu'est-ce que vous retenez de lui alors? Mille choses, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? C'est difficile de retenir une anecdote ou une impression. Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé dans tous ces hommages et tous ces témoignages, que j'ai reçu beaucoup de témoignages, y compris d'anonymes, enfin, ou de gens, en tout cas, que je ne connaissais pas, ou qui ne me connaissaient pas, mais qui ont tenu à m'envoyer des mots. Et ce que j'ai vu partout, notamment dans la presse, c'est qu'on parlait beaucoup de Positif, de ses émissions de radio, de tout ce qui s'est dit ici, c'est-à-dire effectivement son talent d'intervieweur qui était un jeu à deux, vraiment. Voilà, de toute cette affection et cette fidélité de ses lecteurs et de ses auditeurs. Et on a beaucoup oublié une chose, c'est que c'était aussi un enseignant. Et que c'était une partie de sa vie qui était importante, pas seulement parce que ça lui assurait une situation matérielle qui lui permettait de se donner à fond dans Positif, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui était vraiment au fond de lui. C'est-à-dire qu'il aimait enseigner, il aimait partager. Son livre d'entretien avec Bin s'appelle « Le cinéma en partage ». C'était, je l'ai dit ailleurs, je pense qu'il ne se définissait pas comme un passeur comme le faisait Danet, mais comme ça, pour le partage et la transmission. Et donc il enseignait la civilisation américaine, mais c'était donc le cinéma aussi, mais pas seulement, c'était aussi l'architecture américaine, la photographie américaine. C'était quelqu'un qui avait une culture immense, un goût et un intérêt, une curiosité pour toutes les formes d'art, et ce qui l'intéressait dans le cinéma, c'est qu'il englobait tous les arts. Et j'ai reçu justement parmi les témoignages d'anonymes ou de gens d'ailleurs parfois que je connaissais mais dont je ne savais pas du tout qu'ils avaient suivi son enseignement, et c'est ce qui m'a sans doute beaucoup ému, c'est ça, c'est ceux qui ont dit mais moi j'avais une vénération pour Michel Simand, prof, voilà. Et je pense que c'était important aussi de parler de ça, parce que c'était son ADN. Oui. Il y aura quelques extraits qu'on va vous montrer, notamment d'un documentaire, Le cinéma en partage aussi, le même titre que ce livre, que vous pouvez encore vous procurer, Le cinéma en partage, et le DVD du documentaire de Simone Lenné qui date de 2010 et
et dans ce livre. Donc on va voir un premier extrait pour justement commencer à parler de ce qui faisait son œuvre de critique de cinéma. Donc on peut lancer le premier extrait, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Quentin. Le métier de critique de cinéma, on peut le faire très très bien, mais on peut le faire horriblement mal. Je veux dire, d'ailleurs, tout le monde est critique de cinéma. C'est ce que disait Truffaut. Tout le monde a deux métiers, son métier et celui de critique de cinéma. Et c'est vrai que dans un journal, le patron d'un journal ne va pas dire « ma femme était en désaccord absolu avec votre article sur la canne à sucre ». Par contre, ma femme et moi, on est allés voir ce film que vous trouviez très bon, on trouve ça complètement nul. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde a son opinion sur le cinéma, et donc on engage un peu n'importe qui, de préférence le cousin ou le neveu, on ne sait pas comment le caser. Et le cinéma, c'est une façon tout le monde peut en parler, quoi. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Donc je pense qu'il faudrait créer un permis comme il y a un permis de conduire, qu'il faudrait créer un permis pour être critique de cinéma avec un certain nombre comme l'auto-école, quoi, pour pas envoyer le spectateur dans le fossé. Donc on demanderait aux futurs critiques de cinéma d'avoir un certain nombre de connaissances, de répondre à un certain nombre de questions, etc., avant d'avoir son certificat. Alors, permis de critique, pour pas que le spectateur et les spectatrices aillent dans le fossé. Alain, vous voulez réagir à ça J'ai déjà réagi en riant, comme tout le monde. Oui, et ô combien je suis d'accord avec Michel, une fois de plus, sur ce sujet-là. Moi, ce qui me frappe souvent, et nous étions d'accord là-dessus, c'est que la plupart des articles, je dis bien la plupart, pas tous, qui concernent le cinéma, ne parlent pas de cinéma. On raconte l'histoire, et puis après, on fait un paragraphe en disant que les acteurs sont formidables, que la musique a des accents parfois désagréables, et que, somme toute, vous pouvez aller voir le film, mais vous n'êtes pas obligé. Bon. Alors que Michel, qui était mon mentor en matière de critique de cinéma, approfondissait les films, s'intéressait à la mise en scène, s'intéressait au jeu des acteurs, et que les entretiens, les fameux entretiens dont il était un maître incontesté, portaient sur ces questions autant que sur le sens du film. Quand on fait un entretien avec un metteur en scène, un acteur, un directeur de la photographie, un musicien, ça n'est pas pour dispenser les lecteurs d'aller voir le film, c'est pour les éclairer sur la valeur du film. Et je crois que Michel a été très brillant dans ce domaine. J'avoue que je lui avais d'ailleurs suggéré d'écrire un livre sur la poétique de l'entretien. Comment prépare-t-on un entretien ? Comment se poser devant la personne qu'on interroge ? Nicole Garcia a très bien parlé de ce talent. Michel a refusé, c'est une conversation dans le métro, je me souviendrai toujours, en disant ce serait trop self-servient. Comme disent les anglo-saxons, mais c'était un américaniste. Donc il aurait trouvé que c'était trop faire l'éloge de soi-même. Donc c'est l'un de mes regrets, c'est qu'il n'ait pas accepté ma suggestion. Dominique, sur ce permis de critique. Moi, j'en suis un petit peu l'exemple, puisque moi, je suis arrivée à Positif, je venais de la sociologie. Donc, j'ai commencé, je suis arrivée à travers Françoise Audet, parce que voilà, j'avais fait un mémoire sur les femmes cinéastes, et voilà, et on entretenait beaucoup d'intérêt sur ce sujet. Mais c'est elle qui m'a traînée vers l'image, vers l'éducation à l'image. Et j'ai commencé petit à petit à écrire quelques petites notes dans Positif. Et j'ai mis du temps. Avant de lire, avant de m'exercer et avant d'arriver au comité de rédaction de Positif. Donc, mais
mais si on discutait ensemble, si on débattait des films, etc., j'entends son rôle de prof, et pourtant, il ne l'a jamais fait ni avec mépris, ni avec condescendance, ni avec... c'était pas du tout son esprit. Pas du tout. Il était vraiment dans l'échange. Et voilà, je trouve que c'est... Enfin, du coup, je suis restée. Gilles, vous aussi, vous avez fini par écrire pour Positif. Alors, c'était une position plus délicate pour vous. Oui. Et, évidemment, c'est un souvenir amusant, parce que moi, je lui ai demandé mon permis de critique. C'était lui qui donnait l'autorisation, c'est ça? Que moi, je lui ai remis, je devais avoir même pas 20 ans, et je lui ai remis un texte qui m'avait pris du temps, qui était un long essai. Vous vous souvenez du sujet? Oui, c'était sur un film qu'il n'avait, lui, sans doute pas du tout apprécié d'ailleurs, qui était The Wall d'Alan Parker, qui n'était pas un cinéaste cher à son cœur. Mais en revanche, j'avais fait vraiment une étude très poussée du film. Et il l'a lu, il m'en a rien dit. Puis, un petit peu après, je lui dis, mais alors, que tu l'as lu? Oui. Et alors, il me dit, mais tu t'intéresses beaucoup à la bande dessinée. Pourquoi tu n'écris pas sur la bande dessinée? Je l'ai mal pris. On peut comprendre. Sur le moment. Et après, j'ai compris. Et donc, j'ai écrit effectivement sur la bande dessinée. J'y ai fait. J'ai été parmi les défricheurs de la deuxième génération de gens qui ont écrit sur la bande dessinée. Et je le remercierai toujours de m'avoir conseillé d'emprunter mon propre chemin. Ce qui n'a pas empêché de m'inviter à écrire dans Positif plus tard, mais sur un autre sujet que j'affectionnais beaucoup, qui était le cinéma d'animation. Et ça, c'est quelque chose qu'il savait aussi voir, je pense, chez les rédacteurs qui rentraient à Positif. C'était ça, il faudrait le faire écrire là-dessus, ou elle serait bien sur ce sujet-là. Je vais l'envoyer voir ce film. Et c'était... j'ai écrit dans Positif que ce qu'il aimait, ce qu'il savait faire en tout cas, c'était en ça qu'il y avait cette partie prof quelque part, qui était de donner aux autres les cartes et les chaussures pour emprunter leur chemin. C'est-à-dire que vraiment il essayait d'armer les autres, alors les rédacteurs de Positif, moi aussi, en leur fournissant les outils, mais pas en assénant des opinions ou un savoir. Et ça, je pense que, en tout cas, moi, je sais qu'il l'a fait à merveille avec moi. Et je pense que ça faisait partie aussi de sa façon même d'écrire sur le cinéma, ou d'interroger aussi les réalisateurs, c'est-à-dire d'essayer de partager quelque chose avec eux, de leur montrer ce que lui avait vu dans leur film, et pour peut-être aussi même pour les, comme vous disiez, pour les faire avancer, c'était plus que juste la critique. Nicole Garcia, précisément, la revue Positif a suivi votre œuvre depuis le premier film, tout le début. Il y a eu plusieurs entretiens jusqu'à un très récent avec Michel, précisément. Ça aussi, quel est le rapport d'une cinéaste à la critique de cinéma? Alors il y a des rapports, il y a autant de cinéastes que de rapports à la critique, j'imagine. Mais vous, est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait lire les critiques ou vous vous protégez de ça? Oui, ça peut être difficile, oui. Mais je sais pas, non. Il me semble que quand la critique de vos propres films, elle est difficile, elle est délicate, elle est sensible, on tremble, quoi. Mais justement, Michel, peut-être parce qu'il y avait ce crédit-là, que je le sentais, qu'il y avait une bienveillance. Donc, c'est la critique vers laquelle j'allais avec le plus de calme et et puis, j'aimais beaucoup aussi voir sa critique des autres films,
comme la formule était belle, tout à l'heure qu'il disait en disant je préfère faire la critique de la beauté que de la médiocrité. Et c'est vrai que quand il aimait, il le disait tellement bien, de manière tellement profonde, avec des choses qu'on n'avait même pas vues soi-même dans l'œuvre des autres. Et donc ça, c'était là aussi comme un apprentissage du professeur qu'il était ou de quelqu'un qui aimait ce langage du cinéma. Voilà, et comme j'ai eu cette chance de dire maintenant, d'avoir été en tout cas regardé par lui et bien lu par lui, c'est pour ça que j'ai été heureuse d'être avec vous ce soir, parce que voilà, c'est une reconnaissance très grande que j'ai en moi pour lui. Arnaud, vous étiez présent aussi pour les 70 ans de Positif, ici même au Forum des Images. Vous aviez justement échangé autour du rôle de la critique de cinéma dans votre œuvre, dans votre vie tout simplement. Pareil, même question, comment vous vivez justement ce rapport avec la critique de cinéma? Est-ce que ça vous aide à mieux faire des films? Moi, oui, très certainement, mais pas sur mes films. Moi, je n'ai jamais lu une critique sur mes films, ce qui me vaut bien des inimitiés, parce que parfois les gens ont de la gentillesse d'écrire des trucs sur moi, et puis ils me disent, je pense en particulier à une personne. C'est-à-dire, tu as lu mon papier sur un conte de Noël? Je dis, mais non, je ne peux pas, c'est sur mon film, donc je ne lis pas, je m'abstiens. C'est pas vrai, je suis très curieux de ce que vous écrivez, alors je demande à ma petite amie, je lui dis, c'est bon, ou elle me dit, ça va. Ça me suffit pour ça. Et par contre, de lire sur les films des autres, ça m'apprend énormément. Alors moi, j'ai un souvenir singulier par rapport à Michel et à Positif, c'est que je n'ai pas eu, pour moi, la voix royale, et c'était une voix qui était peut-être plus précisément cahier du cinéma que Positif. C'est la critique et après réalisateur. Vous voyez, les figures héroïques de la nouvelle vague. Et moi, je n'ai pas eu cette vie-là. J'ai été électricien, j'étais ouvrier, j'étais technicien. J'ai adoré ça. Mais je n'ai pas fait ça. Et la première fois j'adore présenter des films, et j'ai présenté Vania 42e rue, et c'est Michel Simon qui m'a proposé de publier le texte, mon analyse du film de Louis Malle. Et alors du coup, je me disais, j'étais rentré chez moi, mais fier comme Artaban, en disant, je suis publié chez Positif, je suis enfin devenu un critique de cinéma. Après avoir été électricien, c'était une médaille Nobel. J'avais bien passé 40 ans, mais ça y est, j'étais enfin publié chez Positif. Un achèvement, en tout cas. Mais c'est quelque chose qu'il a, je pense, Michel avait, c'est-à-dire que quel que soit le statut, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, il avait une attention toujours à lire les textes reçus par la poste d'inconnus ou les textes de cinéastes reconnus. Et voilà, il avait aussi cet appétit-là. Je ne sais pas si vous voulez témoigner de ça, ou chacun peut-être, quand vous avez publié pour la première fois dans Positif. Michel, on lisait... Enfin, il y a eu une époque où on lisait au comité de rédaction tous les articles, y compris ceux des membres du comité de rédaction. Mais on a fait des progrès en volume, ça devenait impossible, il y avait trop de choses à lire. Mais Michel, il se trouvait que tout le monde savait que c'était Michel le principal animateur. Je ne veux pas prononcer le mot rédacteur en chef parce qu'il n'aimait pas du tout cette idée-là. Le principal animateur de la revue. Et c'est donc à lui que la plupart du temps, des jeunes ou moins jeunes auteurs envoyaient un texte. Et alors, nous le lisions. Et alors, il y avait une exigence de Michel qu'il faut signaler, elle est importante, c'est bien écrit ou c'est pas bien écrit. C'était capital pour lui qu'il y ait une expression claire, élégante, inventive, si possible. C'était le principal critère. Il y avait une autre exigence qui était ce qu'on pourrait appeler, mais le mot est mauvais, la ligne de la revue. Mais c'est une ligne qui était très épaisse, hein, ce n'est pas la ligne du parti au sens stalinien du terme. C'était vraiment, il y avait quand même des préférences de Positif pour un certain nombre de choses. Et puis il y avait, je dirais peut-être une troisième exigence qui était, nous en parlions tout à l'heure, qu'il y ait une critique des beautés, mais une vraie critique des beautés, c'est-à-dire que le jugement esthétique, le jugement de goût, ne soit pas entièrement soumis ou perturbé
par des considérations politiques, morales, religieuses, je ne sais pas quoi. Michel avait une très grande ouverture d'esprit. Il faut se souvenir que quand il est entré à Positif, il n'était pas question de parler de Dreyer, par exemple. C'était beaucoup trop religieux pour les rédacteurs de l'époque. Michel a ouvert considérablement, je crois que c'est lui qui est le principal responsable de cela, l'éventail des metteurs en scène qu'on pouvait défendre à Positif, indépendamment de nos propres opinions. Ça me rappelle précisément, alors dans le dernier numéro de Positif, que vous avez peut-être tous eu entre les mains, et reproduit le texte devenu fameux de Michel, l'un des textes sur les 7 vertus cardinales de la critique. J'aimerais vous lire simplement, pour qu'on entende aussi la plume de Michel, l'introduction de ce texte, qui commence par ce qu'il ne faut pas faire pour être un bon critique. Avant toute chose, je pense à une tentation qu'il faut éviter à tout prix, et qui est parfois un vice du critique, c'est de désirer un film qui n'est pas celui qu'a voulu son auteur. C'est-à-dire que le critique parle d'un autre film, celui qu'il aurait aimé voir ou qu'il aurait aimé faire. Il faut juger une œuvre vis-à-vis de son ambition à elle, et estimer alors si elle est réussie ou non. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est parler d'un film qui n'existe pas ailleurs que dans la tête du critique. Billy Wilder disait « On ne va pas reprocher à Johann Strauss de ne pas avoir composé la 7e symphonie de Beethoven ». Donc ça, c'est une introduction très cimentienne, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Et ensuite, les 7 vertus que vous connaissez peut-être et qui sont un vrai discours de la méthode, pour le coup, sont l'information, l'analyse, le style, vous en parliez, la passion, la curiosité, la hiérarchie du jugement et le coup d'œil. Avoir ce coup d'œil. Donc, Dominique, peut-être voudriez-vous réagir, en tout cas, sur ce texte en particulier, ou sur est-ce que c'est quelque chose que, voilà, ça met un petit peu aussi la barre très haute, et un peu de pression, de se dire, suis-je un possesseur de ces 7 vertus cardinales de la critique? Il y avait... Bon, d'abord, quand on écrit positif, il y a l'exigence du style, c'est sûr. On progresse tout le temps. Enfin, il y avait vraiment cette culture-là. En tout cas, quand moi je suis arrivée, voilà, Françoise Audet, c'était un préalable. Il y avait une exigence d'écriture. Donc, quand je rendais des textes à positif, on les écrivait, puis on les laissait reposer, puis on les reprenait, et puis voilà. Donc ça c'est sûr. Il y avait une exigence d'écriture qui n'a jamais varié. Et puis ensuite, il y a une vigilance. Ouais, il y a une vigilance et une honnêteté intellectuelle vis-à-vis de l'œuvre qu'il s'attachait à nourrir, en fait. Oui, et donc nos comités de rédaction, le dimanche, en était le reflet, ouais. Gilles, est-ce que vous avez le sou? Alors, si vous voulez réagir. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris quand Alain disait qu'on lisait les textes au comité de rédaction. C'était à voix haute. Je ne sais pas si tout le monde a bien saisi ça, parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs de positif qui ont connu cette époque-là, qui en ont encore un souvenir. Des sueurs froides. Voilà, c'est ça. Au minimum. Ouais. En revanche, moi, gamin puis adolescent, j'en manquais pas, je manquais rien, quoi. J'écoutais ça et j'écoutais les discussions autour des textes. Ça, c'était dimanche après-midi. Le soir, il fallait écouter le Masque et la Plume et ensuite écouter les réactions au Masque et la Plume. Donc ça m'a construit effectivement pour l'exercice critique, et toutes ces vertus-là, moi, je les ai toujours en tête. Ça, plus je pense, qui est ce que je disais tout à l'heure, c'est la culture. C'est-à-dire savoir convoquer aussi les références, les influences, les autres arts, etc. Et ce que disait Alain est très juste, c'est-à-dire qu'il avait cette volonté, et qui est celle qui, moi, m'a animé quand j'ai parlé de bande dessinée aussi, c'est-à-dire de parler de cinéma. Et moi, c'était aussi de parler de dessin, parce que je me rendais compte aussi que dans la critique de bande dessinée, à l'époque, quand j'ai commencé, tout le monde parlait effectivement là aussi que de l'histoire, et personne ne parlait vraiment de dessin, et je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était non plus armé, avait
fréquenté les musées, les expositions, lu beaucoup de livres sur la peinture ou sur le dessin pour en parler. Et ça, c'est quelque chose qui était pour lui, je pense, vraiment essentiel. Alors il disait qu'un bon critique doit avoir aussi des dégoûts forts pour avoir des goûts tout aussi forts. Je pense qu'il aurait aimé qu'on parle aussi de lui à travers ses goûts, et je me posais la question très difficile, je ne sais pas si, de ce qui pouvait caractériser son goût, son style, son apport. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre notamment tous les cinéastes qui l'ont constitué, en tout cas pour lesquels il a consacré des livres d'entretien, Kubrick, Kazan, Losey, Campion, Dardenne ou Konchalovsky. Donc qu'est-ce qui fait le style, Simon, le goût, Simon, si j'ose dire? Vous me tournez peut-être alors pour cette question difficile. Je ne sais pas si vous auriez, vous, en tant que plus un spectatrice de l'œuvre de Michel, en tout cas, qu'est-ce qu'il apporte vraiment quand on est face à lui? Mais c'est difficile. Je disais, moi, je suis venu à Positif avec le temps, en fabriquant des films, très certainement parce que Michel avait ça se voyait quand on était au musée. J'ai un souvenir comme ça d'une visite à San Francisco au musée avec Michel. Et ça, je retrouve ce que vous disiez, il n'y avait rien de... Il donnait les jalons. Vous disiez la carte et les chaussures pour prendre son chemin. Il disait, par ailleurs, ce peintre africain-américain vachement bien, il a commencé en 1905, vous devriez regarder Arnaud, et puis partez dans l'autre salle. Et c'était à moi à faire le travail. Alors après, il y a très certainement un style de film plus ciment de ses passions. Il y en a que je partage, Kubrick évidemment, il y en a d'autres où je suis moins fan, parce que je viens d'une autre école. Et j'ai le souvenir, ce que je voudrais souligner, c'est... J'ai le souvenir comme ça, pour un film où nous étions en désaccord, de Michel me broyant la main à Cannes quand j'étais dans le jury, en me disant « Vous allez voter pour Tony Erdmann ». Et moi, j'ai essayé de dégager ma main comme ça. J'ai le film à ses vertus. Il dit « Non, vous allez voter pour Tony Erdmann ». Il me broyait la main. Nous n'avons pas voté pour Tony Erdmann. J'avais certainement tort, il avait certainement raison. Mais c'est pas ça, c'est ce qui me fascinait, c'est ce que je voulais vous dire avant, c'est que il y a une photo merveilleuse qui a été prise par un critique américain qui s'appelle Ken Jones de Doucher et Simon ensemble à Bologne à une table de restaurant. Et je trouve que vous voyez, on fait toujours l'éloge des... Enfin, pas toujours, quand ça nous arrive, c'est vachement bien, des actrices, des acteurs, des metteurs en scène, des réalisateurs. Mais on ne fait pas assez l'éloge des gens qui passent leur vie à regarder des films, à essayer d'en parler. Vous voyez, parce que c'est un peu facile, c'est beaucoup plus facile si vous occupez des arts nobles, vous voyez, d'arriver à 60 ans, 70 ans, 75 ans, et de parler, je ne sais pas moi, de l'opéra ou de la peinture, parce que c'est des arts pérennes, vous voyez. Et quand vous parlez du 7e art, c'est des objets tellement fragiles. Vous voyez, tout d'un coup, de dire, quand même, Walt Disney a du génie, Tony Erdmann, c'est super. Vous voyez, de garder cet appétit jusqu'à la fin. Et ça, il y a deux personnes qui étaient des ogres, de manière très très différente, c'était Doucher et Simon. Il y avait cette passion qu'il avait pour Tony Erdmann, il aurait pu laisser tomber l'affaire, vous voyez, s'occuper de littérature, il était calé sur tout. Et il avait cette passion enfantine qu'il avait réussi à garder intacte. Et cette morale de l'appétit, pour moi, c'est une morale qui va au-delà du cinéma, qui est une morale de vie, quoi. C'est que vous êtes en vie parce que vous avez de l'appétit. Et il avait cet appétit dévorant à écrire sur les films, à les commenter. On a beaucoup parlé du Masque et la Plume, mais je tiens à me souvenir de l'émission de Michel à France Culture. Projection privée, hein. Oui, qui est, à mon avis, la meilleure émission de cinéma que j'ai jamais entendue, quoi. C'était juste la meilleure. Tout le monde est passé par là, incroyablement bien, quoi. Et c'est cet appétit-là qu'il avait réussi à garder, et dont moi, personnellement, j'ai toujours peur que ça s'éteigne, parce que le cinéma, c'est un objet tellement fragile. Je me dis peut-être un jour, je vais en avoir assez, j'ai trouvé que c'est trop fragile, trop frêle. Et la bonne nouvelle, c'est que Michel dit non, pas du tout, c'est hyper fort, et ça continue, quoi. Précisément de ce qui pouvait faire aussi sa marque, et c'est quelque chose c'est un échange qu'il avait avec vous, Nicole, dans une émission projection privée. Je crois que c'était au moment des Amants, peut-être, mais il parlait chez vous d'un romanesque adulte. Et c'était très juste, et il commence l'entretien comme ça. Et c'est peut-être aussi ce que lui aimait, enfin, ce romanesque adulte, c'est-à-dire pas d'eau de rose, etc. On raconte des histoires avec ce qu'on a de plus intime. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a
marqué, en tout cas. Je m'en souvenais plus, mais c'est merveilleux de dire Oui, ça. oui. Un romanesque adulte. Bon, ben voilà, mais c'est Michel, on peut le remercier. Hein, Oui, c'est pas- on le remercie. Non, mais c'est vrai. Oui, voilà, c'est ces deux choses ensemble mêlées, quoi. C'est un romanesque. Voilà. Enfin, moi, je ne veux pas expliquer le romanesque adulte, mais cette formule, voilà, c'était tout à fait lui, quoi, quelque chose qui, oui, qui vous donnait effectivement envie de continuer, voilà, d'avoir été, voilà, quelqu'un qui reconnaissait quelque chose, même s'il était souvent seul ou selon les films, hein, dans ce cas-là. Mais ça ne donne pas qu'il laissait si fort la main pour Tony Herman, parce qu'il était, il avait une passion voilà, qui était merveilleuse, qui perdurait et qui, comme dit Arnaud très chaudement, que cet appétit de cinéma était un appétit de vie immorale. Hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que Michel, alors, au Festival de Cannes, tout le monde a pu l'expérimenter. En général, il y avait les projections. Alors avant, c'était le matin et maintenant, ça a un petit peu changé. Mais il y avait la sortie de la projection de presse, de la sélection officielle, et certains critiques, dont Michel, on attendait la voix de l'oracle, par exemple, ce qui allait donner le ton vraiment de la presse, soit internationale ou de voilà. Donc là, c'était des petits moments comme ça, cannois. Et alors, je ne savais pas qu'il allait le faire jusqu'au juré qu'il connaissait. La question est pour qui avez-vous voté? Michel, c'était pas qu'un critique français. C'est enfin, grâce à nos films, on a pu voyager. C'est un critique mondial, quoi. C'est une fois, on le voyait dans tous les noms égrenés sur l'écran. C'est incroyable. Son œuvre, elle est énorme, quoi. C'est énorme. Quoi. Et l'importance qu'il avait à Cannes. Des critiques de tout pays qui disaient alors, Simon, on dit quoi? C'était une stature énorme. Cet aspect international, on va le voir dans 2 extraits de témoignages de cinéastes. Il y en a eu de nombreux, vous le rappeliez, de nombreux témoignages depuis un mois. Et on va voir donc 2 extraits, 3 et 4, dont le premier est tiré du Cinéma en partage, le documentaire de Simone Lenné, et le second, c'est le message que Jane Campion avait envoyé au Festival d'Arras en 2018 à l'occasion d'un hommage à Michel. Donc Quentin, s'il te plaît, les 2 prochains extraits. Unlike most of the situations that we're in these, in these kinds of things, he's somebody that we sort of look forward to meeting with and discussing movies with. Generally, it's a chore, but with Michel, it's always a pleasure and it's always very interesting. That's really what sets him apart. It's his sensibility and the way he reads movies and what he's interested in movies is closer, I think, to the sensibility of a filmmaker. C'est une grande maladie dans le cinéma, au moins pour un metteur en scène comme moi. On fait un film et puis il y a le premier interview qu'on fait et après on connaît toutes les questions. Les 200 après, ils vont tous demander les mêmes questions jusqu'à ce que Michel arrive. Et il vous demande autre chose. Il s'intéresse pour autre chose. Il apporte tout un autre paquet de connaissances. Il voit des choses, même s'il a vu un film une seule fois, il voit des choses que personne n'a vues. The thing that I really think about when I think about Michel is how unwavering he is in his commitment to intelligent, human, complex, nuanced cinema. And how important that is as a filmmaker, because after you've gone to all the struggle of making film, and you talk to so many film journalists or people, interviewing you on camera or video who barely know the history of cinema or don't, you at some point arrive at Michel Simon, and this is a moment to be absolutely treasured, because you get to have what feels like a conversation with a friend who doesn't have to read the film notes on your film, because he's watched the film and he knows the characters' names, he understands the themes, and if there's a book behind it, he probably knows the book as well. And it just feels like a reward. So I thank you, Michel, very much for being in the world these 80 years, and I hope you're having a brilliant time at the festival, and thank you, Michel, for all your support that you've given me over these years, and for the beautiful book that you published of our interviews together. Okay, lots of love. Bye.
évidemment, ça me touche beaucoup et ça me rappelle la première projection de Sweetie au Festival de Cannes, son premier film, long métrage, qui a été accueilli par la moitié de la salle huant et l'autre moitié applaudissant. Elle avait les larmes aux yeux, c'était son premier film en compétition. Elle avait eu la Palme d'Or du court-métrage, mais c'est son début vraiment dans le cinéma de long métrage. Elle était complètement assommée par la réaction. Elle n'a pas eu de prix, évidemment. Le jury l'a ignoré, c'est pas nouveau. Et voilà. Et d'ailleurs, ignoré, c'était Wim Wenders. J'aurais dû lui en parler, qui avait pas voulu lui donner un prix. Et voilà. Mais ça me touche particulièrement parce que j'adore Jane Campion. Je trouve que c'est une des grandes. Je dis grande au féminin, mais ça vaut pour tous les sexes. C'est une des plus grandes réalisatrices d'aujourd'hui. Alors là, ils sont nombreux, les témoignages, évidemment. Il y a les entretiens qui passent et qui se ressemblent. Puis arrive Michel. Et là, les choses changent. Et ce qui est bien dans cet extrait, c'est qu'on voit tout de suite la personnalité de Michel. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'attarder sur l'émotion ou de parler de lui. Tout de suite, il enchaîne pour arriver à parler de Jane Campion, de lui rendre hommage. Et Arnaud, vous avez dû, pas les oreilles qui ont sifflé, mais je veux dire, Wim Wenders, pareil, quoi. Il en reparle même après. Je ne sais pas si vous avez reparlé de Tony Erdmann. Mémoire d'éléphant. Oui, mémoire d'éléphant, oui, il se souvient de tout. Et donc, les entretiens, vous en avez déjà un peu parlé, c'était des entretiens préparés, très, très spéciaux, mais est-ce que soi-même on se prépare à un entretien avec Michel Simon? Drôle de question. Enfin, pour ma part, oui, je me suis préparé, sans me préparer. Non, on aurait tort, enfin, pour ma part, on aurait tort de s'y préparer, parce qu'il a préparé pour vous. C'est ça qui est extraordinaire. On y arrive un peu, enfin comme tout le temps, on sait bien ce qu'on voudrait dire, voilà, on a bien un thème ou deux à développer, enfin, on sait bien des vagues choses comme ça. Quand j'écoute, tout dépend de l'intervieweur, comme disait René, c'est vrai. Mais lui a tellement préparé, il a tellement travaillé que voilà, que d'un coup on le suit, on ne sait pas qui suit l'autre. Moi, j'ai l'impression que je le suivais et que c'était et qu'il n'y avait pas d'effort, quoi, pas d'effort scolaire, pas d'effort. Voilà, c'est comme ça que je le ressentais. Une conversation. Me préparer, non. Enfin, je sais pas, on espère, parce que ce que décrivait Nicole, c'est il y a des critiques qui écrivent des textes merveilleux sur les films qui sont très abstraits ou qui parlent de la signification du film ou des choses, mais Michel s'intéresse énormément aussi à la critique d'art, comme vous disiez. Qu'est-ce qui est beau, pourquoi c'est beau, comment c'est fabriqué. C'est pendant très longtemps. Je me disais, je suis un fabricant de films, je ne sais pas si je suis réalisateur, je les fabrique. Et dans les interviews, ce qui était merveilleux, c'est tout d'un coup, on disait, il a vu qu'en fait, je l'avais fait, quoi. Il a vu comment c'était fait, quoi. Et donc, on espère, enfin, moi, avant les entretiens avec Simon, je me disais, pourvu qu'il ait remarqué que j'ai bien fait mon travail, quoi. C'est un truc très stupide, scolaire, quoi. Et alors, quand ça arrive, on est tout content. Et c'est dans le documentaire dont on parlait, donc c'était au sujet d'un conte de Noël, vous intervenez dans ce documentaire, vous vous souvenez peut-être pas de ce que vous y disiez, mais c'était ça, pour un conte de Noël, vous disiez c'était le seul, il y avait 4 choses essentielles dans le film, et lui arrive, il les a vues, il les a lues, et on parle de ça, et c'est tout de suite très différent. Ben, ça a aidé, quoi. Par exemple, ça commence avec un texte d'Emerson, il connaissait le texte d'Emerson, etc., etc., etc. C'était Jean-Paul Roussillon citant un texte obscur, il l'avait lu. Donc c'est comme ça partout dans le film, quoi. Donc c'était facile, quoi, après. Comment préparer un entretien avec Michel? Vous avez tous eu cette expérience? Non, jamais d'entretien. Moi, jamais. Non, j'ai fait quelques entretiens positifs. Je me méfiais de moi-même, parce que je me rendais compte que quand je trouvais le metteur en scène sympathique, j'aurais eu du mal à dire du mal de ses films postérieurs, même s'ils étaient mauvais, ce qui peut arriver. Mais Michel, c'est ça que je veux souligner à ce propos, lui gardait sa neutralité. Il était capable d'interviewer des gens. Bon, pour certains, il éprouvait une véritable amitié. C'était le cas de Francesco Rosi, par exemple. Mais donc, on aurait eu du mal à dire, on aurait eu de la difficulté à dire du mal de Rosi dans Positif, il faut le reconnaître, ça aurait été vraiment difficile. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait. Mais quand même,
il n'avait pas la reconnaissance du ventre. Hein. Il gardait son objectivité, enfin, le meilleur mot, ce serait sa neutralité critique. Il abordait le film comme un film, pas nécessairement au départ comme un film de machin ou de truc. De sorte que le film, même, ça a deux versants, le film de quelqu'un dont il avait pensé du mal auparavant gardait ses chances. Et le film de quelqu'un dont il avait pensé du bien auparavant pouvait être précipité dans les enfers. Enfin, Michel n'a jamais été un critique virulent. Je ne pense pas que c'était un critique nuancé, mais il pouvait ne pas aimer un film. C'est d'ailleurs une chose que je veux encore souligner, c'est ce côté, l'œil. Il y a un moment où on ne sait pas pourquoi le film nous convainc. Et à ce moment-là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est postérieur. Le premier mouvement, c'est d'aimer le film ou de ne pas aimer le film. Et donc, ceci exclut tout ce qui viendrait perturber, comme je le disais tout à l'heure, le jugement esthétique. Un film peut avoir des défauts, nous déplaire moralement, politiquement, etc., et être un bon film. Michel a toujours reconnu ça, et il nous a encouragé à le reconnaître aussi. Alors, bien entendu, ce jugement esthétique, il a ses limites, et Michel les reconnaissait volontiers. Il y a des choses qui sont indécentes au cinéma, du point de vue politique, du point de vue moral, etc. Bon. À ce moment-là, on n'aime pas le film, d'ailleurs, en général. Donc voilà un peu... alors, les entretiens, c'est un truc que je n'en ai jamais préparé avec lui, j'en ai fait quelques-uns, mais comme je vous disais, je me méfiais de moi-même. Dominique, ou sur l'art de l'entretien? Moi, j'ai pas fait d'entretien avec Michel. Ce qui me vient, c'est la confiance. En fait, la confiance qu'il m'a accordée quand j'ai eu l'occasion d'en faire. C'est sûr que l'exercice de l'entretien positif, c'était aussi un exercice très sérieux qu'on préparait beaucoup. D'ailleurs, on met un point d'honneur à y aller à deux, en général, et en général aussi la personne qui fait l'entretien ne fait pas la critique. C'est toujours deux. Oui, c'est deux. la règle. Ouais. Alors on prépare avant, évidemment on va voir le film, souvent plutôt 2 fois qu'une, et puis on se parle, et puis on prépare des questions. Donc on n'y va pas comme Michel peut-être juste spontanément avec son bagage, etc. On prépare beaucoup. Et puis ensuite on dérush évidemment et on écrit beaucoup. Les entretiens positifs sont très écrits, en tout cas ceux que j'ai pu faire. Et puis il y a la reconnaissance qui vient à un moment donné, c'est-à-dire que vous allez avec un collègue faire un entretien et Michel vous appelle quelques temps après, il vous dit vachement bien ton entretien, c'était drôlement bien. Et là, voilà, c'est qu'est-ce que je peux en dire? Gilles, vous l'avez? Moi, je voudrais dire 3 choses. 2 petites remarques. D'abord, d'une part, vous avez tous remarqué quand on a passé des extraits où il parle, toute la salarie. Et c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment... moi, je répète souvent, c'est que c'était quelqu'un de très drôle et qui avait toujours envie d'amuser, de faire rire, mais pas aux dépens, quoique parfois, parce qu'elle a plu un peu. Mais voilà, il embarquait aussi avec le rire. C'est la première chose. La deuxième, c'est que cet art de l'entretien et cette confiance et cette... c'est plus que de l'empathie, mais cette proximité avec les réalisateurs, c'est ce qui fait aussi que il obtenait des entretiens
était difficile à obtenir. C'est-à-dire qu'à Cannes, il y avait les presses junkets, tout le monde avait droit à 5 minutes, ou alors un quart d'heure, mais avec 5 autres journalistes. Lui, il obtenait pour positif 1 heure d'entretien avec certains réalisateurs intouchables. Donc ça c'est... Et puis c'est aussi ce qui lui a permis de faire plusieurs entretiens avec Kubrick, ce qui est un cas unique, parce que voilà, il avait cette confiance. La troisième chose, donc là je vais en venir à l'anecdote, moi j'en ai fait un entretien avec lui, et l'entretien en lui-même n'a pas grand-chose à dire, parce que je vous expliquerai pourquoi, mais en revanche, cet entretien, l'histoire de cet entretien, ça résume aussi assez bien, ça décrit assez bien son goût sa curiosité, son goût de la découverte, et puis son absence d'a priori, effectivement. C'est-à-dire que ne pas aller voir un film parce que c'est l'œuvre de machin, ou parce que c'est une école, ou quoi que ce soit. On était à Annecy, c'était en 93, et on épluche le programme, et on voit un dessin animé japonais. Et là, on en parle, putain, c'est marrant. Puis il y a d'autres films de ce réalisateur qu'on ne connaissait pas. Et on nous dit, oh non, l'animation japonaise, à l'époque, on était envahi par les Goldorak au Club Dorothée. Enfin, c'était ça. C'était ce que disaient les gens autour. Alors, il y avait quand même quelques personnes pour dire, non, mais si, c'est intéressant. Et les gens n'y allaient pas. Donc, on est allé voir le film. On a trouvé ça formidable. On est allé aussitôt ensemble voir les autres films qui étaient programmés. Et puis on a demandé à l'attaché de presse qui s'occupait de ce film, est-ce qu'on pourrait avoir un entretien avec le réalisateur. Il dit, enfin, j'arrive pas à placer un entretien, personne ne veut le rencontrer. Déjà, ils veulent même pas aller voir le film. Donc on fait l'entretien avec Hayao Miyazaki. Voilà. Et c'était pour Corosso. Et alors, bon, il se trouve que Miyazaki était un peu jet-lagué, qu'il parlait évidemment que japonais, donc on passait par un interprète qui n'était pas très au point, et qu'en plus on n'avait pas eu vraiment le temps justement de préparer, et puis on venait juste de découvrir. Donc l'entretien en lui-même, il a eu le mérite d'être le premier, d'avoir été pendant un certain temps, je crois, un peu le seul en dehors du Japon, mais l'entretien lui-même, c'était décevant pour ça, puis je regrette vraiment justement de ne pas avoir fait un vrai bon entretien en sa compagnie. Mais quand même, c'était ça, on va parler de ce réalisateur, et on s'en fiche que l'animation japonaise soit pas considérée. On va faire découvrir une œuvre. Voilà, il ne s'est pas trompé. Et justement, on parlait des livres aussi d'entretien et de celui qu'il a pu faire avec Kubrick, la nouveauté en tout cas, et c'est toujours bon de le rappeler. Je crois que son art était un art des rapprochements. Enfin, on parlait évidemment de peinture, le XVIIIe siècle, etc., etc. Donc c'était comme un artiste monteur, voilà. Et c'est ce qui faisait la marque et la nouveauté, en tout cas, de ce livre sur Kubrick. Et Philippe Rouillet, ici présent, vous pouvez voir en ligne, justement, ici même, il y avait eu un cours autour des grands livres de cinéma et des grands critiques. Et il y a un cours de Philippe sur ce livre de Kubrick. Donc cet art des rapprochements, je voudrais vous faire réagir avant de passer un dernier extrait. Alors, ce livre sur Kubrick, c'est un très bon exemple pour prendre aussi le livre sur Bowman. Il y a, je dirais, deux originalités importantes par rapport à ce qu'était à l'époque la littérature sur le cinéma, outre le style élégant, précis, etc. de Michel. Il y a l'utilisation des images, des photos. Ces photos ne sont pas des illustrations, ce sont des démonstrations, ce sont des preuves, dans les deux cas. Et puis, bien entendu, il y a les entretiens. Ça, il avait déjà commencé avec le dossier Rosy, qui est un livre qui épouse la poétique de Rosy lui-même, puisqu'il s'agit d'un dossier, comme certains films de Rosy. Je crois que c'est ça le plus important, c'est que ces livres magnifiques, hein, du point de vue éditorial, c'est pas des images pour faire joli, ni pour donner une idée vague du film. C'est des images. Alors, il y a un montage des images,
il y a des rapprochements entre les images qui, alors le mot est trop froid probablement, qui démontrent qu'il y a un thème particulier, une façon de voir, une transfiguration de la réalité propre à tel metteur en scène, à Kubrick, à Rossi, à Lauzet. Lauzet, le livre est moins illustré. Mais enfin, je crois que c'est ça qui intéressait Michel, c'est que il faut que le film soit d'une certaine manière une transfiguration de la réalité, pas une simple copie de la réalité. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cet art de rapprochement chez Michel? On peut passer au dernier extrait aussi, et vous aurez le temps pour quelques questions. Donc on passe le dernier extrait, également tiré du documentaire Le cinéma en partage. In a world war that is getting shorter and shorter and shorter and less and less and less. Serious auteur critic, serious cinema historian, chronicling cinema past, present, and looking for the future, and always keeping it in context. And just cinema enthusiast, professor. Right, aside from just writing about it, just just as long as there's people like Michel Simon in the world, film history is in very good hands. La rumeur courait que 4 jeunes cinéastes américains qui étaient ensemble un jour lors d'un dîner, James Gray, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson, un jour où ils étaient ensemble en smoking, ayant un petit peu bu, parlent de la critique. Et chacun fait le pari à l'autre, aux 3 autres, que c'est sur lui que le fameux Michael Simons écrira un livre en premier. Et au début, ça nous a fait un petit peu rire, mais entre-temps, j'ai photographié les 4 et j'ai à chaque fois vérifié l'anecdote et ils m'ont tous confirmé que oui, lors d'un dîner à New York, un jour, ils ont fait ce pari-là. Alors j'ai renvoyé la question à Michel, je lui ai dit, mais alors, lequel a le plus de chances de gagner? Il dit, pour le moment, Tarantino a fait 4 films, James Gray en a fait 3, donc il faut qu'il s'active un petit peu plus. Moi, je m'intéresse à leur cas. Voilà, c'était aussi une manière de rendre hommage à Nicolas Guérin, photographe positif. Et j'en profite aussi pour saluer Simone Lenné dans la salle, réalisatrice de ce documentaire. Je sais pas. Ah, vous êtes ici, voilà. Qui est un vrai beau document sur Michel. Le temps file vite. Je sais que Arnaud doit aussi nous quitter à 20h30. On a encore donc 5 minutes et c'est normal. Hein. La vie, évidemment, se poursuit. Est-ce que vous avez des interventions, des remarques ou des questions à nos divers intervenants? N'hésitez pas. Oui. Je ne sais pas, ici, ouais, il y a un micro qui arrive. Ouais. Donc Simone Lenné. Donc moi, ce qui m'avait le plus touchée chez Michel, quand on s'est rencontrés, on avait organisé un festival ensemble, c'est son absence totale de frustration. Il côtoyait les plus grands, et il n'avait absolument pas ce travers, où ça ne l'effleurait pas. Donc j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Merci. Plus l'humour dont tu parlais, Gilles, il nous faisait énormément rire. Ça pourrait être la 8e vertu cardinale. Ça doit l'être. D'autres remarques? Alors il y en a sur la gauche, là-bas. Le micro fonctionne, je pense, monsieur, non? Ah. Oui, moi, c'était plutôt une question. Est-ce qu'on sait comment et par quelle voie il a choisi de devenir critique de cinéma? Alors, est-ce que l'on sait comment et dans quelle voie, c'est ça, il a décidé de devenir critique de cinéma? Je ne sais pas qui veut et peut répondre à ça. Ouais. C'est très difficile de le savoir. On peut il y a 2 choses. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que Michel était cagneux, enfin hypocagneux, au lycée Louis-le-Grand. Il était premier en philosophie. Et il a quitté cette voie pour devenir américaniste. Il est parti aux États-Unis avec une bourse Fulbright. Et au fond,
il a sacrifié l'école normale supérieure de Saint-Cloud pour le cinéma. C'est pratiquement certain. Et alors, cette vocation venait en partie de son enfance. Il allait au cinéma avec sa mère pendant l'occupation et après l'occupation. Et il a pris goût à un cinéma extrêmement populaire. Les films d'action, comme on dit aujourd'hui, les films d'aventure, plus exactement, les comédies américaines, le burlesque, et ainsi de suite. Et c'est devenu, comme en même temps, il avait perfectionné un outil intellectuel dans les musées, dans la littérature. Il a lu énormément de poètes, d'écrivains, de romanciers de tous les pays, en particulier français et anglo-saxons, bien entendu. Je crois que c'est ça qui a suscité sa vocation de penser à propos du cinéma. D'un côté, il avait le goût du cinéma, le plaisir du simple spectateur, le spectateur du samedi soir, comme on dit, qui existait à l'époque. Et d'un autre côté, il avait développé un instrument intellectuel qui lui permettait, à une époque où déjà quand même le cinéma était considéré comme un art, il ne faut pas trop mépriser nos aïeux, mais il avait le sentiment qu'il pouvait apporter sans doute quelque chose à la découverte du cinéma comme art. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à vous procurer le cinéma en partage, les entretiens avec Ntebine, où il raconte aussi très bien lui-même ce parcours, et il se prête lui-même à cet exercice de l'entretien. D'autres interventions ? Oui, bonsoir. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui s'est dit précédemment. J'ai un souvenir personnel de Michel Simon, à part l'avoir vu de nombreuses fois au Masque à la Plume, dans le public. Je vais régulièrement, depuis une quinzaine d'années, au Festival d'Anjou, qui était cher à Jean-Claude Brialy, donc du théâtre. Là aussi, c'est quelque chose qui l'intéressait. Toutes les expressions artistiques l'intéressaient. C'est en cela que le cinéma, étant une expression plurielle au niveau artistique, le passionnait, je le comprends très bien. Et à l'entrée d'une séance au théâtre d'Angers, où on voyait des compagnies débutantes, privées, peu connues, qui présentaient des pièces, il y a toujours une semaine avec que des pièces peu connues, il a ouvert sa grande gueule, si je puis dire, sympathiquement, en disant « Voilà un cinéphile qui vient de Paris exprès pour voir du théâtre amateur à Angers ». Et c'est tout à fait Michel Simon, ça. J'ai beaucoup d'émotions à repenser à lui parce que c'était un grand monsieur. Merci. Je ne vois pas bien dans la salle s'il y a d'autres mains qui se lèvent, oui. J'ai remarqué que Michel Simon aimait bien utiliser le mot hommage. Il faisait souvent des hommages, même à des jeunes metteurs en scène. Et moi, il m'avait fait une dédicace en écrivant le mot hommage. Je voulais savoir si vous saviez pourquoi il aimait tellement ce mot hommage, qu'il utilisait souvent. Je pense que c'était, si je peux me permettre, un exercice d'admiration. Voilà, je crois que ça veut dire admiration. Hein, ça veut dire admiration. Michel aimait admirer. Et je dois dire qu'une chose qui l'inquiétait depuis probablement une dizaine d'années, c'est que ça n'est plus un exercice sportif très répandu aujourd'hui, admirer. Plus volontiers, on coche des cases, le film est bien parce que... On lit très rarement. Il faut admirer ce film. Il faut admirer ce tableau. Ce qu'il faut admirer dans le film. C'est trop rare. Et Michel tenait beaucoup à cette expression-là. Je pense que c'est ce que signifie son emploi du mot hommage, essentiellement. Nous avons le temps d'une dernière intervention, question, avant de passer un petit entracte et de laisser la parole à Billy Wilder. Non ?
Ah oui, c'est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Donc, oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je tenais juste à dire que Michel Simon, c'est pour moi l'incarnation même du critique de cinéma. J'ai découvert Au Masque et la Plume, j'étais tout petit, 7-8 ans. Et ce que je peux dire, et que j'ai un petit peu cru entendre aussi ce soir, c'est que pour moi, c'est un peu la ligne claire de la critique. Au milieu du game et décidé, si je puis dire. Et des gamins, c'est ce que j'ai tout de suite senti. Et quand je me suis mis à écrire à mon tour, j'ai repensé à lui bien des fois. Je dis non mais être partial, oui, mais il faut savoir dans quelle direction on va. Donc voilà, pour moi, ça restera la figure du critique telle qu'elle devrait être, si je puis dire. Merci, c'est un beau mot de la fin de cette première partie, en tout cas pour continuer. Il nous oblige, comme dirait l'autre. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet hommage. Merci à vous.